Notre expérience en tant qu'immigrant, c'est une valeur ajoutée dans le sens où on a forcément une certaine ouverture d'esprit, on a vécu autre chose, certains viennent de loin, etc. Moi, je trouve qu'on a plus à apprendre de par notre expérience parce qu'on a un peu la double culture. C'est ça, je disais, Florian. Je suis content que tu sois venu dans le podcast. Le but du podcast, c'est vraiment d'aider je ne veux pas d'aider tout le monde, mais encore plus les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement immobilier. Puis toi, tu es un gars qui est jeune, minorité visible. J'avais entendu un petit peu ton parcours dans le temps, là, quand tu avais acheté ton premier immeuble à bicyclette, puis tu avais... Exactement. Tu avais envoyé des flyers, des lettres pour aller chercher des bons deals. Parle un peu de toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais pour ceux qui ne te connaissent pas. D'accord. Déjà, merci pour l'invitation. Heureux d'être sur ton podcast et on espère que ça va apporter de la valeur à énormément de monde. Donc, je m'appelle Florent Moncam, originaire du Cameroun et voilà, j'ai immigré au Québec en 2016. 2016. Avant ça, j'ai grandi au Cameroun, puis j'ai fait mes études en France. J'ai eu une petite période en Angleterre avant d'immigrer au Canada. Donc, j'ai démarré l'immobilier un peu par défaut en France. C'était suite au décès de mon frère, suite à des problèmes de logement aussi. Suite à des problèmes de visa en France, par défaut un peu, je me suis lancé en immobilier pour acheter mon premier bien. Ouais. Pour acheter mon premier bien. Donc j'ai commencé avec une dizaine de lots en France. Par la suite, je suis tombé sur des vidéos un peu sur l'investissement immobilier au Québec. À l'époque, j'étais en Angleterre et j'ai tout de suite fait la démarche d'immigration pour le Québec en me disant non, c'est là qu'il faut que j'aille pour aller acheter beaucoup plus de biens. Donc chose que j'ai faite en 2016. J'ai tout lâché en France, en Angleterre. J'ai migré au Québec et voilà, j'ai tout recommencé à zéro en termes d'apprentissage, en termes d'immobilier, en termes de financement créatif surtout. Et j'ai démarré mes premières acquisitions en 2016 et aujourd'hui, voilà, entrepreneur, investisseur et j'accompagne les personnes à investir en immobilier. C'est ça, parce que tu fais du coaching, formation aussi. Puis qu'est-ce qui est intéressant avec toi? C'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes de la minorité visible qui partent une formation de coaching pour former des jeunes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Il y a le club d'investisseurs immobiliers. Ouais. Il y a pas mal de coaching. Mais de voir, mettons, un jeune africain partir sa formation de coaching puis que ça marche, c'est pas je pars ma formation de coaching puis après ça, je t'entends plus. Je t'entends plus. Non, c'est je pars ma formation de coaching, je veux vraiment aider les gens, puis ça marche, puis les gens, ils investissent en immobilier. Oui, exactement. C'est vrai que c'est depuis 2017 que j'ai commencé en tout cas, à me mettre en ligne et à commencer à faire un peu de coaching. Mais ça s'est vraiment accéléré en 2018. En 2018-2019, ça a explosé. Donc, je me suis fait également accompagner par des mentors aux États-Unis qui m'ont appris tout ce qui est marketing, réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai qu'il y en a peu. Malheureusement, au Québec, ou même au Canada francophone de manière générale, peu d'entrepreneurs issus de l'immigration qui partagent. Effectivement. Et c'est également un peu ce que je veux, ce que je partage aussi dans mes masterclass, hormis le fait que ce soit en immobilier. Mais je dis aux personnes de partager, en fait. Je leur dis même pas de ramener du monde pour acheter mes formations, mais partager ce que je vous enseigne. Ouais. Aux autres à côté de vous. Donc ça fait qu'il y a il y a des petits jeunes aussi qui ont commencé à se lancer sur Internet et à partager leurs connaissances. Et je trouve que c'est quelque chose de bien, surtout pour des personnes issues de l'immigration, parce qu'on n'est pas tout le temps informé des procédures ou des process. Par exemple, moi, quand je suis arrivé au Québec, on m'a dit que je ne pouvais pas acheter mon premier bien avant 2 ans. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Je l'ai acheté au bout de 7 mois. Tu vois. Donc, des fois, faute d'information, tu peux te retrouver à faire autre chose. Et c'est ça, donc j'ai voulu créer plus du contenu en ligne, des plateformes, des formations pour un peu partager un peu mon parcours, les erreurs que j'ai faites, parce que j'ai eu à faire des erreurs, et montrer qu'il est possible, par des moyens beaucoup plus rapides, d'atteindre une certaine sécurité et autonomie financière. Puis selon toi, pourquoi tu penses que les gens qui viennent de l'immigration, qui réussissent, qui font beaucoup d'argent, veulent pas partager ça? Les Blancs le font, là, je veux dire, puis tu dois les payer cher là, pour savoir, pour avoir accès à l'information. Là. Moi, je pense que c'est beaucoup lié à certaines
croyances limitantes. C'est ça. On a, et qui, je ne veux pas mâcher mes mots, des fois, c'est peut-être lié peut-être à un manque de confiance en soi. C'est-à-dire, on se dit, ah, comme on est immigrant, on est peut-être inférieur, ou connaît moins de choses, ou qui nous sommes pour prétendre à faire ça. Et c'est un peu c'est des retours que j'ai eu lorsque j'ai démarré. Il y a voilà, j'ai commencé à faire mes publicités en ligne où j'expliquais aux gens comment j'ai acheté mon premier immeuble et tout. On me dit, mais t'es qui pour montrer aux gens comment acheter de l'immobilier alors que t'as même pas 100 portes, etc. J'ai fait, écoute, la vie, c'est comme un livre. T'as un livre, t'as 10 chapitres. T'en as qui sont au chapitre 9. Ouais. T'en as qui sont au chapitre 3. Mais il y en a qui aimeraient apprendre des personnes qui sont au chapitre 3. Tout à fait. Pour passer le chapitre 1 et 2, arriver au chapitre 3 et après, on évolue ensemble. Exact. C'est exactement comme ça. Donc, il n'y a pas de mal à se lancer. Tout au contraire, c'est-à-dire c'est que notre expérience en tant qu'immigrant, c'est une valeur ajoutée dans le sens où on a forcément une certaine ouverture d'esprit, on a vécu autre chose, certains viennent de loin, etc. Donc, moi, je trouve qu'on a plus à apprendre de par notre expérience parce qu'on a un peu la double culture, quoi. Exact. Puis, tu sais, moi, ce que je dis souvent à mon frère, c'est que je trouve que on a une belle communauté. Tu sais, moi, je suis haïtienne, toi, tu es africain, qui veulent apprendre plus, qui veulent investir plus. C'est juste qu'ils n'ont pas les outils. Ouais. Tu vois ce que je veux Exactement, dire? ouais. Fait que là, ils sont paralysés, ils ne savent pas quoi faire, ils écoutent maman, papa, qu'ils ont peur d'investir, qu'ils ont peur de foncer. Puis eux, c'est ça leur perception des choses, que, oh shit, OK, ben, je pourrais peut-être pas faire ce que j'ai envie de faire, je pourrais peut-être pas réaliser le projet que j'ai envie de faire. Tout à fait, ouais. Ouais. Parce que, je le dis souvent, on réagit puis on fonctionne en fonction de qui est proche de nous. C'est quoi notre cercle d'influence? C'est quoi qu'on regarde à la télévision? C'est ça. Fait que quand tu n'as pas un repère, tu n'as pas quelqu'un qui te ressemble, qui réussit, dans ta tête à toi, c'est impossible, je ne serais pas capable de le faire. Ouais, c'est ça. Pour parler, tu disais, hors cam, que toi, tu étais rendu avec à peu près 40 biens immobiliers dans plusieurs pays confondus. Ouais. Parle-moi un peu de ça, le processus. Comment tu as fait pour acquérir ces biens immobiliers-là? Surtout qu'au Canada, c'est un peu touché, là. C'est pas facile, là. Effectivement. Donc, comme je l'ai dit, en fait, j'ai démarré très rapidement, j'ai démarré en France. Ouais. Donc, j'ai démarré en France. Donc, j'ai acheté... Donc, dès que j'ai gradué à l'université, en business school, j'ai acheté mon premier bien immobilier qui était ma résidence principale. Et tout de suite, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment le meilleur move à faire en entrant dans la vie active. Donc, j'ai commencé un peu à me renseigner et à voir en fait des personnes qui achetaient plusieurs propriétés. Bon, moi, je suis toujours curieux. Je me dis, voilà, quand je vois faire quelque chose d'anormal mais qui semble bien, je vais toujours en fait vers cette personne-là pour essayer de comprendre. Donc, là, en l'occurrence, c'était mon collègue qui s'appelle Ghislain qui m'expliquait, voilà, avec ton salaire, tu peux investir en immobilier. Donc, il m'a recommandé des livres. Donc, j'ai commencé à acheter mes premières propriétés. Donc, à l'époque, c'était des studios. 15 mètres carrés, 15-20 mètres carrés en Île-de-France. Puis je suis parti sur des appartements pour faire de la colocation. Après, j'ai très vite été capé. Donc, dès que je suis arrivé à peu près à 1 million de patrimoine en France, j'ai été capé au niveau des banques. Est-ce que c'est le même principe qu'au Canada? Le système bancaire français? Totalement différent. OK. C'est totalement différent. Par exemple, en France, les hypothèques, c'est pas... Ici, tu renouvelles tous les 5 ans. En France, tu empruntes à 1,70 sur 25 ans direct. OK. Par exemple. Mais en France, par exemple, tu n'as pas de tout ce qui est refinancement, marge de crédit, etc. C'est pas possible. C'est pas possible. OK, mais est-ce que aller chercher le financement là-bas, c'est beaucoup plus facile qu'au Canada? Parce qu'au Canada, c'est chiant un peu, là. C'est plus ou moins pareil. C'est plus ou moins pareil. C'est-à-dire, on demande aussi. À l'époque, à mon époque, en 2015, parce que j'ai démarré en 2015, tu pouvais te financer à 110%. C'est-à-dire, c'est qu'on te finançait toute la transaction, tu mettais zéro de ta poche. OK, puis pour que les gens le comprennent, quand on dit zéro de ta poche, est-ce que c'est vraiment une conception réelle de Non, la là, c'est chose? vraiment réel. C'est vraiment réel. C'est pas genre zéro, parce qu'ici, c'est zéro de ta poche, mais en fait, tu vas prendre l'argent à côté. Exactement. Et tu vas le mettre, tu vois. Là-bas, c'est vraiment zéro. C'est-à-dire, tu arrives, zéro. Shit. Et aussi, en France, par exemple, les frais de notaire, tu vois, ici, c'est 1500, 2000. Ouais. Là-bas, c'est 8-10% de frais de notaire. Donc, en fait, la banque te demande un apport de 10% plus ou moins de frais de notaire pour acheter ton bien. Je comprends. De 10% pour acheter de la valeur du bien, en fait, qui couvre les frais de notaire. Et donc, quand on dit 110%, c'est quand la banque te finance 100% du bien, plus 10% pour le notaire. Pour le notaire. C'est pour ça que des fois, tu vas entendre des Français dire « j'ai acheté à 110%. » Puis aujourd'hui, c'est encore applicable d'acheter à 100%, 110%? Ça se fait dans certains cas, ouais.
Dans certains cas. Des fois, tu peux faire... c'est un peu comme l'équivalent de la balance de prix de vente ici. C'est que tu peux faire financer... en France, ça s'appelle l'acte en main, en fait. Tu peux faire financer les 10% demandés par la banque. Tu peux le faire financer. Tu peux le faire payer par le vendeur. Par le vendeur, je comprends. OK. Fait que tu commences avec un studio. Tu avais quel âge à l'époque quand tu as acheté ton studio? J'avais 24 ans. Ouais, j'allais sur mes 25 ans. OK, super. Fait que tu as commencé avec ton studio en France. Par la suite, tu as acheté quoi? Par la suite, alors j'ai commencé avec mon studio. J'ai pris des prêts étudiants. Comme apport. Donc j'ai pris des prêts étudiants. Donc j'ai commencé avec mon studio. Et après, j'ai enchaîné, en fait. J'ai commencé à prendre des prêts. En fait, comme j'avais pas d'argent pour financer ces apports-là, de 10%, et c'est arrivé au Québec que j'ai appris qu'on pouvait faire le 110%. Tu vois? Donc, donc, ça veut que moi, j'allais prendre des prêts personnels que j'utilisais comme apport pour financer mes acquisitions. Donc, j'ai enchaîné avec pas mal de studios. Puis, j'ai pris des appartements de 2-3 chambres où j'ai fait de la colocation. OK. Là, tu me dis, ça, c'est en France. Voilà, okay? Ça, c'est en France. En France, est-ce que c'est le même principe qu'au Canada où ce qu'on regarde ton ABD, ton ATD? Parce que tu me dis, tu as été prendre un prêt personnel pour venir couvrir ta mise de fonds. Ouais. Parfait. Mais est-ce qu'en France, la banque voit que tu as été prendre une dette, là, tu as un prêt personnel, puis elle décide de te financer pareil? Pas nécessairement, non. Qu'est-ce que tu veux dire? Pas nécessairement, parce qu'en fait, en France, il n'y a pas le bureau de crédit. C'est ça. Donc, tu vois, les banques sont assez cloisonnées, en fait, en termes de communication. Tu vois, et ça fonctionne beaucoup par région. Donc, tu as l'Île-de-France, puis tu as, par exemple, l'Hérault. Tu vas voir, par exemple, la Société Générale d'Île-de-France et la Société Générale d'Hérault, ils ne vont pas forcément communiquer, même si c'est la même banque, en fait. Mais on s'entend-tu qu'au Canada, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. C'est ça. C'est ça. Au Canada, là, je veux dire, toutes les banques savent tout, là. Ouais. Je sais que il y a 2 banques, tu sais, que ton bureau de crédit apparaît pas quand tu achètes une propriété. Je sais pas si tu es au courant de ça. Si, tu as certaines assurances. Même encore là, tu sais, à un moment donné, après ça, c'est comme ça tu dépends de ça coince. C'est clair. C'est ça. OK, parfait. Fait que là, tu fais ces achats-là, t'en as acheté combien en France? Une dizaine. Une dizaine. Ouais. Après ça, tu dis, bon, je rentre au Canada? Après ça, du coup, je me suis dit, je vais aller plus loin, en fait. Parce que j'ai commencé à faire un peu de financement créatif en France et j'ai commencé à regarder des vidéos sur comment l'immobilier marche au Canada et j'avais vu, je crois que c'est une vidéo je sais plus si c'était Jacques Lépine ou Stéphanie Milo qui expliquait comment ils avaient acheté 100 portes et tout. Je me suis dit, mais comment c'est possible d'acheter 100 appartements comme ça? Et après, j'ai commencé à creuser. J'ai commencé un peu à me former à distance en préparant mon immigration. OK. Puis, quand tu dis former, est-ce que c'est gratuitement ou tu as vraiment payé en termes de formation? J'ai payé en termes de formation. C'est ça. Pourquoi je te pose la question, c'est que, tu sais, des fois, j'ai des petits jeunes qui vont venir me voir, puis ils vont dire, oh, Marsha, j'ai suivi ça sur YouTube, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Je suis comme, mais tu sais, Chris, c'est gratuit, là. Oui. Je veux dire, YouTube, c'est du marketing, en fait. Tu vas pas savoir la clé comment gratuitement. Donc, ils vont te donner le strict minimum, ce qui est tout à fait normal. Mais si vraiment tu veux atteindre un autre niveau, investir en immobilier, savoir comment aller chercher du financement créatif, tu n'as pas le choix de payer pour ça. Bien sûr. Puis j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas payer pour ça. Ils veulent la gratuité en pensant que la gratuité va les rendre millionnaires dans un mois. Comme on dit, le moins cher est cher. Exactement, exactement. En fait, les personnes ne voient pas, ils voient le coût, mais ils ne voient pas le coût de l'inaction ou le coût du manque de connaissances. Donc, ce que ça leur coûte de ne pas connaître, de ne pas faire la chose grâce à l'information qu'ils ont, en fait. Effectivement. Et là, OK, en France, investissement. Arrivé au Canada, au Québec, tu as combien d'immeubles en ce moment au Québec? Au Québec, en ce moment, j'en ai 8. OK. 8. Puis parle-moi de ton processus au Québec. Comment tu as fait pour aller chercher tes immeubles à revenus? Alors, quand je suis arrivé en 2016, donc pareil, je me suis rapidement, j'allais à des événements IMO Facile, les clubs, etc. Donc pour vraiment apprendre, j'ai pris quelques cours et j'ai acheté mes 2 premières propriétés. Bon, à l'époque, j'étais toujours à l'emploi chez Deloitte. Donc, j'ai acheté mes 2 premières propriétés. C'était un triplex et un quadruplex. Super. Dans quel secteur? Hochelaga. OK, d'accord. Parfait. Hochelaga. Donc, j'ai acheté mes 2 premières propriétés là-bas. Et, pareil, j'avais pas la mise de fonds. Donc,
j'ai commencé à comprendre un peu ce que c'était que le financement créatif et j'ai surtout utilisé le financement créatif étranger. C'est-à-dire c'est que tout en étant au Canada, j'ai pu lever des fonds Là-bas. en France pour les ramener ici pour financer Je comprends. les mises de fonds. Je comprends. OK. Mais ça, c'est pour les 2 premiers. Ça, c'est pour les 2 premiers. Ouais. Après ça, le reste, comment t'as fait? Après le reste, on veut savoir. Après le reste, je suis allé un peu plus loin. Donc, j'ai commencé à comprendre vraiment comment fonctionne le financement créatif ici. Donc, j'ai utilisé beaucoup de marge de crédit personnel, beaucoup de marge de crédit entreprise et beaucoup de prêts privés aussi pour aller sur de plus grosses acquisitions de type 6 logements, 7 logements, 11 logements. OK. Etc. Prêt privé, je comprends, il n'y a pas de problème. Ça apparaît pas dans ton bureau de crédit, dans ton ratio d'endettement. On est en business. Mais la marge de crédit prêt personnel, je trouve ça coince encore pour moi, sachant que les banques sont très touchées. Si, mettons, tu achètes du résidentiel, ton chat est mort. OK? Dans le sens que dès que tu vas aller prendre ta marge de crédit, ton ratio d'endettement, c'est un vrai bordel. Mais si tu achètes côté commercial, il y a peut-être plus une flexibilité que tu peux avoir quand tu vas chercher, mettons, des marges de crédit pour financer une partie de ton prêt. Tu es d'accord avec moi? Tout à fait. Donc, l'individu qui veut acheter un duplex, triplex, qui me dit, Marsha, j'ai 0 en termes de mise de fonds, OK? Je vais aller chercher ce montant-là sur une marge de crédit ou sur un prêt personnel. J'arrive pas à visualiser dans ma tête comment un banquier va accepter ça, sachant que la banque regarde ton ratio d'endettement. Tu comprends? À moins que si tu me dis, tu vas avec les 2 banques qu'on connaît, que ça apparaît pas sur ton bureau de crédit, puis tout, mais tu peux pas aller avec la Caisse des Jardins, tu peux pas aller avec TD, puis que tu n'aies 0 en termes de mise de fonds, puis que 100% tu vas aller la chercher sur une marge de crédit sans qu'ils ne la voient pas. Là. Bien sûr. Tu comprends? Il y a plusieurs alternatives à ça que j'ai découvert en parcours, c'est d'où le fait d'avoir une entreprise en fait. C'est-à-dire même en étant quelqu'un qui, par exemple, qui a son emploi, qui est salarié, qui a quand même une situation correcte, on va dire, il n'a pas nécessairement de mise de fonds, à proprement dit, mais il peut aller chercher cette mise de fonds au niveau entreprise. En fait, il peut créer une entreprise à côté de son emploi. Il va chercher des marges d'entreprise au travers de cette entreprise qui peut emprunter à son entreprise qui va utiliser comme mise de fonds. Parce qu'en fait, l'entreprise a son propre bureau de crédit et lui a son propre bureau de crédit. Donc, si par exemple, toi, si tu as 100 000 de marge d'entreprise et que tu souhaites l'utiliser pour investir en immobilier, quand tu vas prendre le 100 000 au niveau de l'entreprise, ça ne va pas apparaître sur ton bureau de crédit personnel que tu as pris le 100 000. OK. Moi, personnellement, en ce moment, je suis incorporé. OK? Ouais. Quand j'ai dû m'incorporer, j'ai pris une marge de crédit et des prêts personnels. J'ai dû endosser parce que la compagnie venait juste d'être ouverte. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est là que tu sais, même aujourd'hui, à un moment donné, je viens d'acheter un autre immeuble récemment, puis la banque m'a dit « Ah, je vois que tu as un prêt d'auto. » Puis j'ai dit « Ben comment ça, mon prêt d'auto, il est dans mon incorporation? » Mais j'ai endossé. C'est ça, c'est parce que ces prêts-là sont rattachés à ton crédit personnel. C'est ça. Il ne faut pas prendre ce type de prêt. OK, mais c'est ça que j'essaye de comprendre. Tu ouvres une compagnie incorporée aujourd'hui, demain matin. Il n'y a pas de problème, tu as raison. Tu vas avoir ton crédit, ta marge de crédit facilement dans ton incorporation. Mais il y a des fortes chances qu'on te demande de l'endosser en personnel parce que la compagnie vient d'être ouverte. Effectivement. Si tu as quand même des actifs de côté, si tu as peut-être un peu d'argent de côté, etc., pas nécessairement en fait. OK, mais le petit jeune qui nous écoute là, ou la personne qui n'a peut-être pas nécessairement l'actif de côté, tu fais quoi? Ben, jeune, après, ça dépend de l'âge. Parce que si, par exemple, si c'est quelqu'un qui vient de finir ses études, il peut aussi demander de l'aide, tu vois. Par exemple, avoir ses parents comme co-signataires ou, tu vois, pour pouvoir lui permettre... Sans que lui y ait à cautionner. Exact. OK. Puis pourquoi tu ne veux pas qu'il cautionne? C'est parce que tu ne veux pas que ça apparaisse dans son bureau de crédit. Dans son bureau de crédit. C'est bien ça. Je comprends. OK. C'est bien ça. Okay. Mais je peux te garantir que moi, je vois 2 banques où quand tu as des marges d'entreprise, même en démarrage, qui communiquent avec le bureau de crédit. Pas toutes. Tu as notamment la BMO. Quand tu prends un prêt d'entreprise avec la BMO, ça apparaît direct sur ton bureau de crédit. Ouais. Tu as d'autres banques où ça n'apparaît pas. Ça apparaît pas. Même si tu ne viens pas avec des garanties. Parce que tu as aussi des marges de crédit non garanties en termes d'entreprise. Je comprends. Donc c'est ça que tu peux utiliser. Moi, j'ai eu à beaucoup utiliser ça même
pour faire des acquisitions par la suite aux États-Unis, au Mexique, en Indonésie. Donc, Puis toi, comment tu es arrivé à ce point-là d'être capable de savoir les avantages de chaque banque? en fait, il y a de cela quelques années, en fait, j'ai travaillé avec... je me suis fait accompagner pour comprendre un peu comment les banques fonctionnent. Parce que beaucoup de personnes ont des comptes bancaires, vont demander des financements. Et... On le voit plus le time. C'est ça, en fait, je sais pas si c'est cool. Ah, ok. Beaucoup de personnes, en fait, ont des comptes bancaires, ont des cartes de crédit, mais ne savent pas comment les banques fonctionnent, en fait. Ouais. Ne savent pas quel est l'intérêt de la banque, en fait, de te prêter de l'argent. Et c'est ça, c'est qu'en fait, quand tu vas voir la banque, quel est l'intérêt de la banque de te prêter de l'argent? Pourquoi est-ce qu'elle doit te prêter de l'argent? Et comment est-ce que la banque gagne de l'argent grâce à toi et avec toi? Donc, en fait, moi, j'ai eu à quand même pas mal étudier ça en allant faire des demandes auprès de différentes banques juste pour comprendre, pas nécessairement pour obtenir le financement, mais juste pour comprendre comment la banque fonctionne, quel est l'intérêt de la banque de nous prêter du financement et aussi quel est l'intérêt de l'interlocuteur, c'est-à-dire le conseiller, de nous prêter de l'argent parce que lui aussi il a un intérêt. Donc ça devient également psychologique, c'est-à-dire que si tu rentres, si tu comprends quel est l'intérêt de la banque et de la personne en face de toi de te financer, bah là, lors de la demande, en termes de négociation, tu veux prendre le dessus. Donc en fait, j'ai eu à le faire des centaines de fois. C'est-à-dire, même moi, sur une année, je m'étais dit, ok, je vais faire 100 demandes de financement. Bon, j'en ai pas fait 100, j'en ai fait à peu près 73. Mais sur les 73 conseillers que j'ai eu, avec qui j'ai eu à interagir, plus de la moitié m'ont dit oui. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'à chaque fois, j'ai débloqué. Tu as débloqué les montant, fonds. mais j'ai su. Pour moi, aujourd'hui, c'est impossible. Et c'est un peu ce que j'enseigne à mes participants, c'est que quand tu sais comment l'argent fonctionne, quand tu sais comment la banque fonctionne, quand tu sais comment le crédit fonctionne, et quand tu sais quel est l'intérêt de la partie adverse, c'est-à-dire la banque et le conseiller de te prêter de l'argent, c'est impossible que tu manques de liquidité jusqu'à la fin de tes jours. Parce qu'en fait, tu sauras toujours comment aller trouver de l'argent. C'est impossible que, par exemple, les personnes que j'accompagne manquent. Si demain, je leur dis il faut sortir 50 000 $, ils vont les trouver. Parce qu'ils savent où aller les chercher, tant au niveau personnel, tant au niveau entreprise et tant au niveau privé. Dans le niveau international. Je comprends. Et ce que toi t'enseignes dans tes coachings, dans tes formations, c'est comment faire ton premier investissement, même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as pas de bise de fonds. Oui. Et surtout, en fait, ce que j'enseigne surtout, c'est comment trouver l'argent. Comment trouver l'argent? Parce qu'en fait, tu peux être le meilleur investisseur immobilier. Ouais. Si tu n'as pas de liquidité, tu vas nulle part. Mais tu n'as pas nécessairement besoin d'être le meilleur investisseur immobilier pour faire de l'immobilier. Si tu as les fonds, les deals, tu vas les trouver, ou les partenaires, tu vas les trouver. Ouais. En fait, moi, j'axe surtout nos accompagnements sur la partie levée de fonds. Parce que, par exemple, moi, je ne suis pas le meilleur investisseur immobilier. Loin de là. Okay. Tu vois, je me proclamerais, il y a des personnes qui sont 10 000 fois mieux que moi, mais moi, je sais trouver l'argent. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, je suis sur des projets de développement, on construit des 300, 400 logements, je n'y connais rien au développement, mais je suis dans le deal. Pourquoi? Parce que, à la différence de mes partenaires, moi, j'ai pu lever les fonds. Donc, tu vois, j'axe beaucoup nos accompagnements, c'est la partie levée de fonds, financement créatif, comment gérer l'argent, etc. C'est plus de 70% du programme. Et est-ce que, quand que tu donnes ton coaching, c'est côté résidentiel ou ce que, mettons, la personne veut partir avec son petit duplex, triplex, tu es capable de l'accompagner, sachant la complexité que les banques, là, parce que les banques serrent la vis en tabarnak, sachant toute la complexité. Tu sais, je te donne un exemple. Tu vas acheter un petit duplex, là, OK? La banque, là, ton ratio d'endettement, ABD, ATD, as-tu un emploi stable, as-tu ta mise de fonds, ton score de crédit, t'as beau avoir été en mesure d'avoir sorti les fonds, trouvé la liquidité, mais si tu n'as pas l'emploi, si tu n'as pas le bon score de crédit, la banque ne voudra pas te prendre pareil parce que tu es dans le résidentiel. Effectivement. Moi, honnêtement, je pense les personnes qui sont bloquées à ce niveau, c'est des problèmes à résoudre avant de se lancer. Parce que des fois, en fait, tu vas avoir des personnes qui veulent investir, qui sont déjà endettées, mais qui veulent partir en immobilier, pensant que l'immobilier va venir résoudre leurs problèmes de dette. Tu vois. Et moi, je leur dis non, c'est que résous d'abord ton problème de dette avant de te lancer. Maintenant, pendant que tu peux résoudre ton problème de dette, ce que tu peux faire, c'est quoi? C'est de t'associer avec quelqu'un. Tu vois, c'est pour ça que surtout même à moi, là, vu comment les prix ont explosé, c'est que moi surtout, j'encourage beaucoup, par exemple, les couples à investir ensemble. Donc, parce que j'ai des fois des personnes, elles viennent dans nos masterclass, etc. Elles sont seules et on leur demande, mais
Est-ce que tu as un conjoint, une conjointe? Oui, bah écoute, dis-lui de venir. Éduque-le parce que c'est un projet commun. Exact. Donc, que de partir dans peut-être des partenariats, peut-être ton meilleur partenaire, ben, c'est la personne avec qui tu vis. Donc, Oui, emmène cette personne avec toi pour que vous travaillez ensemble. c'est ça. Ça fait qu'en fait, on accompagne de plus en plus, malgré les prix qui ont augmenté, là, on accompagne de plus en plus de binômes, de part des couples ou des frères et sœurs, associations, etc. À acheter de quoi ensemble. Ouais. Puis est-ce que toi, mettons, le jeune qui vient te voir, qui veut investir en immobilier, tu arrives à l'aider pour sortir la liquidité, Oui. mais côté score de crédit ou côté emploi, c'est pas top, est-ce que tu lui donnes d'autres alternatives? Ben, en fait, moi, le jeune qui a, par exemple, le jeune qui vient de démarrer, qui n'a pas forcément un bon revenu, on va quand même lui apprendre à lever les fonds. Ouais. Parce qu'on a des jeunes qui gagnent 35 000 l'année, qui ont pu débloquer des fois des 100 000 de liquidité, là, de marge de crédit. Mais maintenant, qu'est-ce qui bloque des fois, ça va être son emploi. C'est ça. Ça va être son emploi. Donc là, dans ce cas-là, je vais lui dire, écoute, va t'associer avec quelqu'un, vous faites 50-50 sur peut-être un triplex ou un quadruplex. Associe-toi avec quelqu'un Ouais. qui a peut-être un revenu plus élevé. Toi, tu finances, enfin voilà, vous vous arrangez pour que vous puissiez faire l'acquisition ensemble, en fait. Puis s'il veut pas faire du partenariat? Ben, honnêtement, moi, s'il veut pas faire du partenariat, c'est difficile. Hein. Sauf s'il va sur du... Après, l'idée, c'est peut-être d'aller sur du multilogement, mais ça demande beaucoup plus de fonds. Et des fois, j'ai eu des cas comme ça, c'est-à-dire... C'est pour ça que moi, je suis plus résidentiel. En tout cas, pour démarrer, plus résidentiel. Même quand je vois quelqu'un qui a la capacité, boum, de frapper fort, des fois, je lui dis, démarre doucement. Parce que j'ai eu à accompagner des personnes où peut-être les bâtiments étaient trop gros. Et en termes de mindset, ils n'étaient pas prêts. Arrivés chez le notaire, ils n'ont pas réussi à signer. Oh shit! Tu vois, donc Ouais. je peux te dire le trouble dans lequel on était après, mais tu vois, c'est là que je me suis dit, des fois, il y a des personnes, je vois le potentiel, je sais que cette personne a tel profil, telle liquidité, je peux l'emmener à tel niveau. Ouais. Des fois, je préfère le faire passer par des petites étapes de type duplex, triplex. Ouais. Il se fait après, là, lui-même, il va... Ben, en fait, c'est plus parce que côté résidentiel, ce que je trouve qui est plate, c'est que la banque met beaucoup de bâtons dans les roues. tu sais. Effectivement. Ça, je trouve ça que c'est dommage. Alors Ouais. que côté commercial, tu as plus de latitude. La mise de fonds risque Et d'être plus élevée. plus élevé. Mais tu as beaucoup plus de latitude. Je suis d'accord avec toi. Mais honnêtement, c'est pas tout le monde. Moi, de ce que j'ai compris, hein, parce que je t'ai dit, de ce qu'on a. En termes de financement créatif, ceux qu'on accompagne, ils arrivent à lever des fonds. OK. Énormément de fonds. Pour certains, c'est même plusieurs années de salaire. Pour certains, c'est même des montants auxquels ils n'auraient jamais eu accès en toute une vie. Wow. Mais ça prend un certain mindset. Parce que tu peux avoir des personnes. Tu sais, du jeu. Tu sais, des fois, tu as des personnes, elles arrivent comme ça. Elles rentrent dans le processus. En un mois, elles se retrouvent avec 350 000. C'est énorme. Il faut être prêt là aussi à gérer ça. En marge de crédit prêt personnel? Marge de crédit perso, entreprise, sans même sans prêt personnel. Prêt personnel, tu peux aller dépasser le demi-million, pardon. Si tu pousses vraiment loin, tu vois. Donc, ça fait que des fois, moi, je préfère amener les personnes étape par étape. Ouais. Quitte à, oui, malgré la barrière au niveau résidentiel, quitte à les faire acheter ensemble pour qu'ils voient au moins le processus de A à Z. Parce que honnêtement, gérer un 8 logements, c'est pas la même chose que gérer Tout à un fait. 2-3 logements. Et les montants en jeu ne sont pas les mêmes aussi. Et Tout moi, à j'ai fait. compris aussi que c'est pour ça que j'ai fait un switch. Il y a de cela 1 an. Avant, je faisais surtout l'accompagnement immobilier. C'est-à-dire c'est que les personnes venaient, on t'accompagne en immobilier. Mais là, j'ai créé j'ai acheté le nom de domaine misedefonds.ca et j'ai créé ce qu'on appelle le bootcamp mise de fonds. C'est-à-dire c'est que avant d'aller sur l'investissement immobilier, on apprend aux personnes, parce que la base de tout, c'est le crédit. Ouais. Donc on apprend aux personnes comment le crédit fonctionne, comment améliorer le crédit, comment aller chercher des liquidités pour pouvoir saisir des opportunités et même pour avoir des liquidités en cas de problème personnel. Donc, c'est-à-dire c'est que, tu sais, moi je dis c'est bien d'avoir du crédit parce que, surtout en tant qu'immigrant et surtout immigrant provenant d'Afrique, nous on réfléchit à l'envers. C'est-à-dire c'est qu'on réfléchit à l'envers vis-à-vis du crédit. C'est que nous, tout doit être fait en fonds propres. Le crédit c'est mal vu, tu vois. Donc, Ouais. et des fois, il y a des personnes qui s'embarquent directement dans des acquisitions sans avoir fait ce switch au niveau du crédit. Et des fois, ça peut mal se passer. Donc, on a vraiment fait ce pivot-là pour davantage éduquer les personnes par rapport au crédit. Et après, c'est... Mais Florian, je vais te dire une affaire là. Tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, mais ta formation, Florian, est chère aussi en tabarnak. là.
Yo, Florian, là, comme... Ça dépend de comment c'est perçu. Ça dépend. Et tu sais pourquoi. Et je sais, hein, on est les plus chers au Canada. Non, mais on est les plus chers au Canada, c'est pas pour rien. Je vais te poser une question. Ah, c'est bail gratte tes têtes, là. Non, ben, non, mais je vais dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Honnêtement, on est les plus chers. Pourquoi? C'est même pas une question de prix. C'est une question de résultat. Ouais. Premièrement. C'est-à-dire, c'est que nous, on va pas juste. C'est pas juste un accompagnement immobilier. C'est toute une autre façon de voir l'argent. Je comprends. Y compris l'immobilier. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, pour moi, l'immobilier, c'est... Bon, il y a le crédit. Après le crédit, il y a l'immobilier. Après l'immobilier, il y a le côté business. Ouais. Parce qu'on accompagne également les personnes à créer une structure à travers laquelle ils peuvent se développer davantage en immobilier. À travers, beaucoup même se lancent en indépendant. Parce qu'on va, par exemple, accompagner les personnes à créer une entreprise, leur expliquer comment une entreprise fonctionne, de manière à ce que si un jour ils veulent se lancer comme indépendant, ça peut être dans 2-3 ans, ils ont déjà une société prête là, pour le faire. Et au-delà de ça, chose que très peu de personnes abordent dans leur formation, c'est le côté legacy, c'est-à-dire transmission de patrimoine. Bien sûr. Tu vois? Parce que moi, j'ai eu à rencontrer des personnes qui ont acheté des 400 portes, qui sont décédées, les enfants ont tout récupéré, ça a été un drame. Enfin, un drame financier. Ouais, Au-delà du drame émotionnel, c'est un drame financier, faute de connaissances. Ouais. Tu vois? Donc, au-delà juste du fait d'accompagner quelqu'un pour 35 000 $ par exemple, non, c'est qu'on va mettre en place toute une structure derrière, de manière à ce que la personne puisse transmettre au bas mot 1 million de patrimoine à ses enfants. Mais est-ce qu'au moins tu donnes des garanties, bro? Si ça marche pas, tu me rembourses? Bah, ça dépend de la garantie. Parce que c'est bien beau de... Non, parce que pour moi, quand je veux dire, non, bien évidemment, déjà le prix, ça permet de qualifier premièrement. C'est pas n'importe qui qu'on va. Non, Tu sais, quelqu'un va pas. Oui, il y a eu des personnes qui voulaient même nous payer plus des fois des 50 000 et tout, pour aller par la suite à investir. Mais c'est pas que au Québec, c'est pour investir par la suite Ok, ailleurs. en Indonésie, Je comprends, etc. je comprends. Mais on a refusé. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête. C'est aussi un choix parce que. T'as refusé 50 000 là? Oui, j'ai déjà eu à refuser même plus de 50 000. Oh. Bah oui. En fait, c'est pas tant une question de prix, c'est-à-dire T'allais dire, t'es le un bon prix, gars, ça là. filtre. Honnêtement, ça T'es filtre. une bonne personne, t'es pas un crosseur là. Non, sinon je serais pas là. Non, mais je veux dire, le prix, honnêtement, le prix, je vais te poser, je vais te mettre en situation, c'est-à-dire, par rapport au business, Ouais. le prix, ça fait également partie du branding. Ouais. Parce que je te pose une question. Imaginons demain, on te dit, tu dois te faire opérer par un chirurgien. On va te dire, voilà le meilleur chirurgien de la ville. Si tu dis qu'il t'ouvre le ventre pour 500 $, est-ce que tu vas accepter? Non, c'est ça. Non. C'est ça. Tu vois? Mais si on te dit, voilà le meilleur chirurgien de la ville, ou voilà le meilleur dans son domaine, ou peut-être lui-même il t'a dit qu'il est le meilleur, ou peut-être dans sa tête il est le meilleur. Ouais. Toi, forcément, tu vas t'attendre à ce qu'il ait un certain prix. Bien Parce que sûr. si tu te dis, c'est moi le meilleur, Bien sûr. et derrière il te charge 500 $, tu vas te dire, mais en fait, il y a quelque un chose qui problème, marche tu pas. vois. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pourquoi je te disais ça, c'est que j'ai remarqué que de plus en plus, il y a beaucoup de charlatans qui font des formations, qui font du coaching. Tu payes, puis après ça, check et puis je t'entends plus. Puis ça, je trouve ça dommage. Tu comprends ce que je veux dire? Et tu as raison, c'est pas le prix, mais c'est qu'est-ce que moi, ça m'apporte. Tu sais, à un moment donné, je parle souvent de ça, j'écoutais une vidéo par rapport de Rihanna qui était en entrevue, qui parlait de sa business, combien qu'elle payait pour, je sais pas quoi, ses fournisseurs. Puis la madame m'a dit, Colin, c'est bien cher. Puis Rihanna a dit, écoute, si un jour j'appelle un électricien ou un plombier, j'ai une business, je l'appelle parce que j'ai vraiment besoin qu'il vienne faire la job, parce que là, je m'apprête. S'il ne vient pas, je suis obligée de fermer ma business. Si le plombier me dit, écoute, ça va te coûter 10 000 $ pour 1 heure pour que je fasse ce que j'ai à faire, mais que je sais que dès que c'est réglé, moi, je vais aller en faire 100 000, je vais le payer son 10 000 $. Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui. Donc, oui, ça a coûté fucking cher. Il est venu 1 heure, il m'a demandé 10 000 $. C'est fucking cher. Mais j'en ai fait 100 000 après. Ben voilà. Et c'est là, des fois, les gens n'arrivent pas à calibrer. Ils n'arrivent pas à c'est pour ça qu'en fait, c'est pas une question de prix. Parce que le prix est justifiable. Maintenant, qu'est-ce qui justifie le prix? C'est ça. C'est là où il faut creuser. Et c'est pour ça que moi, je dis, moi, la garantie, dans la mesure où les personnes passent à l'action, parce que des fois, il y a des personnes qui vont se dire, OK, comme j'ai payé,
Ouais. Je fais rien. Mais aussi, comme j'ai payé, je fais. Parce que c'est aussi ça le problème. Parce que moi, j'ai eu à... Mes prix, eux, ils ont beaucoup évolué. Et le plus j'ai augmenté le prix, le mieux, le taux de réussite était mieux. Parce que la personne qui va investir tel montant va se dire, bon, là, je dois avoir mon retour sur investissement. Je te donne juste un exemple. Il y a par exemple des stratégies que je partage sur tout ce qui est infinite banking, comment devenir sa propre banque avec les assurances, etc. Et ça, honnêtement, c'est des stratégies que les Rockefeller utilisent, que les Walt Disney ont utilisées pour bâtir Walt Disney, etc. Et c'est des stratégies, honnêtement, c'est partagé aux personnes qui, des fois, pèsent au moins 10 millions. Tout ce qui est infinite banking, assurance vie avec valeur de rachat, tu vois, des trucs comme ça. Mais c'est accessible aux commandes des mortels, tu vois. Ouais. Mais j'ai eu à faire une vidéo YouTube où j'expliquais ça. Voilà comment vous pouvez transmettre $1 million net d'impôts à vos enfants. Zéro commentaire. Et je me suis dit, tu sais pourquoi il n'y avait pas de commentaire? Parce que c'était gratuit. Ouais, c'est ça. La même information. Donc, genre, et moi, ça m'a énervé parce que je me suis dit, mais attends, mais quand même, attends, tu tournes la vidéo et j'étais content. J'avais pareil, montage et tout, machin. Je partage ça, zéro commentaire. Je me suis dit, mais en fait, ils n'ont pas capté, en fait. J'ai enlevé la vidéo, j'ai fait ma masterclass gratuite et j'ai dit, OK, on a parlé de faire 1 million de patrimoine en immobilier. Laissez-moi vous partager comment est-ce que vous allez pouvoir transmettre 1 million supplémentaire à vos enfants. Et pour assister à cet événement, ça va coûter $197. Et voilà la garantie que j'ai. Si après l'événement, vous estimez que les $197 ne valent pas au moins 20 fois le montant, c'est-à-dire $4,000, je vous rembourse. Là, ils ont payé, ils ont vu, ils ont assisté. Et à la fin, j'ai demandé, est-ce que ça valait au moins $4,000? Tout le monde m'a dit oui. Tu vois, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, le fait de payer, tu payes aussi l'attention. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que au fur et à mesure, on a évolué nos prix. Et on a aussi des personnes beaucoup plus engagées. Parce que la personne qui va mettre ce montant-là, oui, on s'arrange à ce que la personne récupère de l'argent avec le cashback, etc. Donc, mais au-delà de ça, c'est qu'ils ont en place une société immobilière familiale, une assurance vie, qui, en cas de pépin, couvre leurs enfants à 100%. À vie, ouais. Honnêtement, payer ce montant-ci pour avoir au moins un 500 000 à 1 million derrière, moi, je signe direct. Mais là, ta formation est rendue à combien, là? 35 000 US. Ça, c'est même la formation. Ça, c'est. J'ai une formation beaucoup plus poussée où là, on va sur des projets de développement. Oh shit. Construction de villas à Bali, développement de terrain au Mexique, etc. Donc, oui, les personnes paient 35 000, mais derrière, on les amène à faire le saut pour acheter à l'étranger. Puis, bon, là, c'est sûr que si les gens veulent en savoir plus, il faudrait vraiment qu'ils aillent dans ton coaching et tout. Mais si tu pouvais donner un petit truc rapide, un petit bonbon, là, pour que les gens soient attirés à t'appeler sur comment que si, mettons, quelqu'un voudrait s'ouvrir, que ce soit une marge de crédit ou un prêt personnel et que ça apparaisse pas dans son bureau de crédit, comment qu'il pourrait faire? Ben, moi, déjà, ce que je ferais, pour pas que ça apparaisse au niveau du bureau de crédit personnel, c'est un peu plus compliqué au niveau personnel. Moi, je partirais sur une entreprise. Direct. OK. Direct. Et le processus, c'est quoi? C'est-à-dire, quelqu'un qui va démarrer, il va démarrer. Okay. Imaginons que la personne est zéro de mise de fonds. Il a zéro de mise de fonds. Ouais. Il va quand même se faire préqualifier. Il va voir la banque pour voir quelle est sa capacité d'emprunt. Sur la marge de crédit. Non. C'est par rapport à son emploi. OK, je comprends. En prenant en compte que, par exemple, il va avoir une mise de fonds. Je donne un exemple de $50 000. Parfait. Okay, donc, il a zéro. Comme ça, au moins, ça permet à la personne de savoir, OK, avec mon salaire, et supposément que j'ai une mise de fonds de $50 000, je peux emprunter tel montant. Parfait. Dès qu'il fait ça, on lui crée une compagnie. On va chercher, dans la même semaine, on va faire les demandes au niveau entreprise et au niveau personnel dans la même semaine. Entre 5 et 10 demandes. D'un coup, boum, les deux. Tu vois? Mais on va faire passer les demandes d'entreprise avant les demandes personnelles. Parfait. Il y a de fortes chances que, après, bon, bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a certains scripts le plan d'affaires, etc. Certains documents à fournir à la banque et certaines, il faut également justifier l'entreprise. C'est pas juste je crée une entreprise, donnez-moi de l'argent. Il y a des choses à dire et tout pour convaincre la banque de débloquer les financements. Honnêtement, en moyenne, ceux qui suivent ce processus-là qu'on accompagne, ils arrivent à débloquer, honnêtement, en moyenne, ils arrivent à débloquer $250 000. Si ce n'est plus.
On a eu des recours à 600 000 $ de débloquer. Mais ça se fait pas avec toutes les banques. Pas avec toutes les banques. C'est ça. Pas avec toutes les banques. Donc, ils vont débloquer les marges de crédit au niveau entreprise. On enchaîne avec les marges de crédit au niveau personnel. Et du coup, maintenant, pour aller sur le terrain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pouvoir récupérer l'argent de la marge d'entreprise. Oui. Ils vont le récupérer au niveau personnel. Donc, même s'ils récupèrent 100 000 au niveau entreprise, ça ne se verra pas au niveau personnel. Donc, ils vont pouvoir justifier de 100 000. Ils vont acheter la propriété. Ils vont acheter la propriété. Et après, suite à ça, donc, par exemple, la personne peut acheter une propriété, 2 propriétés. Qu'est-ce qu'elle va faire? Du coup, là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que, et peut-être elle a utilisé les marges de crédit personnel pour entreprise pour le faire. Donc, peut-être elle a utilisé 100 000 $ au niveau entreprise. Je donne des chiffres comme ça, 100 000 $ au niveau entreprise. Et elle n'a pas utilisé ces 100 000 $ au niveau personnel. Personnel, parfait. Okay. On se comprend. Donc, elle achète 2 propriétés. Donc, l'entreprise a à moins 100 000. Mais peut-être là, maintenant, elle va se dire, ben, là, je vais acheter du multilogement. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre ces 100 000 au niveau personnel, rembourser l'entreprise, et tu peux repartir voir des banques pour augmenter les limites au niveau entreprise et ouvrir d'autres marges de crédit entreprise. Pourquoi ne même pas créer une deuxième compagnie? Tu crées une deuxième compagnie, tu répètes le processus. Donc là, tu peux te retrouver avec donc 100 000, tu peux encore aller chercher un autre 150 000. Donc tu débloques, donc là, tu as 250 000 de disponibles. Là, tu peux partir sur du multilogement. OK, j'entends ce que tu me dis. Mais pendant ce temps-là, toi, tu as des sols, là. Ta marge de crédit, que ce soit entreprise ou personnel, qui est plafonnée, il faut que tu fasses le paiement minimum à tous les mois. Minimum. Chose, c'est clair que ton duplex, triplex te ramènera pas un retour assez intéressant pour payer cette dette-là. Fait faut que la personne... Dépendamment d'où tu te fais financer. Parce que tu peux te faire financer auprès de certaines institutions qui te permettent de ne payer que les intérêts au lieu de payer intérêt plus capital. Donc tu as le temps de souffler, amortir certains coûts, payer les intérêts par-ci, par-là. Bon, toi, tu t'enrichis pas entre guillemets parce que tu ne rembourses pas de capital, mais tu avances tout de même en pouvant supporter les intérêts de manière à pouvoir débloquer beaucoup plus de fonds. Parce que lorsque tu vas faire ta deuxième tournée des banques au niveau entreprise, là, le fait que tu aies déjà des actifs au niveau personnel, ça va renforcer ta demande. Ça va aider. Puis là, vite comme ça, tantôt, tu l'as dit, tu sais, mettons, si tu fais affaire avec BMO, ça apparaît sur ton bureau de crédit direct. Mettons, si tu te pars une entreprise et que tu veux aller chercher après ça une marge de crédit. OK, BMO, vague, personne ne peut aller sur BMO si on veut faire cette stratégie-là. Mais si il y a quelqu'un qui voudrait faire la stratégie, est-ce que tu serais à l'aise de nommer une banque qui accepterait de le faire? Desjardins. Desjardins. OK. Marge, accédant. Je vais donner un vrai move là. Voilà, je vais donner un vrai move. Quand vous allez chez Desjardins, tu peux demander une marge de crédit accéder à faire de 100 000, qui va jusqu'à 100 000. OK. En fait, il faut que tu puisses montrer à la banque que tu ne viens pas avec ton entreprise pour faire une étude de marché ou un plan d'affaires pour savoir dans quoi tu vas te lancer. Il faut déjà que tu saches dans quoi tu vas te lancer. Okay. Ça peut être du service, du consulting. Pourquoi? Parce que les banques, au niveau entreprise, elles favorisent les entreprises de services. C'est pour ça qu'on crée des compagnies de services en immobilier. Pour faire de la gestion, pour également faire de l'investissement immobilier. Donc, c'est des compagnies de services immobiliers. Parce que qui dit service, qui dit quoi? Qui dit service dit marketing, digital, IA. Tu vas voir toutes les banques, enfin la plupart des banques, tu regardes les critères sur lesquels ils se basent pour octroyer le financement, les motivations qui les poussent à vous octroyer le financement. C'est beaucoup de technologie et de marketing. Donc, le peu que tu montres à la banque que, par exemple, je vais bâtir une société de services pour montrer aux courtiers comment avoir plus de leads, par exemple, tu vois, ils vont te donner, ils peuvent te financer à hauteur de 50 000 $ pour acheter ton matériel, etc. T'as raison. T'as raison dans ce que tu dis. Tu vois? Parce que moi, je suis incorporée avec Desjardins. Et ça n'apparaît pas. Et ça n'apparaît pas. Voilà. Et une semaine plus tard, j'avais une marge de crédit de 50 000, une carte de crédit de 20 000. T'as raison. Exactement. C'est vrai, t'as raison. Et pour la demande de Desjardins, ça c'est une très grosse technique que je vous partage, c'est que n'allez pas faire juste la demande de marge de crédit de 100 000. Il faut la splitter en 3. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire, c'est qu'au lieu d'aller voir Desjardins, de dire voilà, je veux le 100 000, dis je veux 20 000 de carte de crédit, je veux 30 000 de prêt accordé, je veux 50 000 de marge. Comme ça, quand il va faire la demande, s'il y en a une des 3 qui est refusée, c'est pas genre tu perds tout. Tu perds tout. On va peut-être pas te donner la 30 000 et peut-être te donner la carte de 20 000 et la marge de 50 000.
Advenons, on te donne les 3. Le lendemain, tu rappelles Desjardins, tu dis à Desjardins, la carte de 20 000, vous la passez à 500. Le 19 500, marge de crédit. Le 30 000, vous le fermez, marge de crédit. Tu vas te retrouver avec une carte de $500 et une marge de 99 500. Pourquoi 500? Ça, c'est une erreur que j'ai eu à faire. Beaucoup de personnes ferment leur carte de crédit. Ne jamais fermer de carte de crédit. Parce que c'est beaucoup plus facile de redemander une augmentation que de demander une nouvelle carte. Ouais. Donc, ça fait que 3 mois, entre 3 et 6 mois après ton ouverture, tu peux repartir voir Desjardins en disant à Desjardins, hey, j'ai une carte de 500. Voilà, je fais des paiements à tous les mois de 2000, 2000, 2000, 3000, etc. Augmentez-moi ma limite. Ils vont te repasser à 20 000. Tu refais le switch. Tu vas te retrouver avec une marge de 115 000 et quelques. Tout de suite, effectivement. Même chose avec Scotia au niveau personnel. Personnel, tu peux aller prendre des marges de crédit au niveau personnel chez Scotia. Tous les 6 mois, tu vas chez Scotia, tu prends une marge de crédit de 20 000 par exemple. Et imagine, tu vas chez Scotia, tu demandes marge de crédit de 20 000 et carte de crédit de 20 000. On te refuse la marge. C'est pas grave. La carte, c'est ta future mise de fonds. Pourquoi? Parce que tu peux transformer ta carte, tu peux ramener ta carte à 500 puis l'envoyer sur la marge de crédit. C'est ça. Et ça c'est au bout de 6 mois. 3 mois après le 6 mois, tu rappelles la banque, tu repasses ta carte à 10 ou 15 000. Puis tu refais le switch vers la marge de crédit. Au bas mois avec Desjardins, tu peux aller avec Scotia, tu peux aller entre 75 et 125 000 au niveau perso en un an et demi avec. Sans forcer. Encore là, tu as raison. Parce que là, moi, Scotia vient de me faire le coup. Je viens de faire une demande. Puis là, Scotia me dit, écoute, Madame Saint-Jean, on vous donne 25 000, mais c'est 20 000 de carte de crédit, 5 000 de marge. Moi, ça ne faisait pas mon affaire. OK? Ça ne faisait pas mon affaire. Parce que, bien entendu, la carte de crédit, le taux d'intérêt est plus élevé. C'est ça. J'ai dit, OK, pas de problème. Puis au téléphone, elle a vu sur mon ton que je n'étais pas satisfait. Puis elle a dit, mais Marsha, inquiète-toi pas, parce que dans 3 mois, rappelle-moi, tu switch. Je fais le switch. C'est ça. Elle m'a dit, je vais faire le switch, ça va passer dans le beurre. Je dis, OK, parfait, cool, fine, c'est bien. Parce que surtout, tu sais, pour moi, puis je ne sais pas si tu es comme ça aussi dans tes débuts, mais tu sais, quand tu es entrepreneur, tu es en business, il faut toujours que tu aies de la liquidité. Ah oui, là. Clairement. Tu comprends? En ce moment, je fais des travaux là, sur un duplex que j'ai acheté, je convertis pour un triplex, ça me casse la tête parce que les frais, les entrepreneurs te disent ça va coûter un montant, puis finalement, c'est pas ça. Mais si tu n'as pas de liquidité, tu es un peu dans la merde. Ouais. Tu es dans la merde, tu sais. Fait que je pense que vraiment la clé pour toute personne, soit tu veux être investisseur ou être en business, même si tu étais salarié d'ailleurs. Ah oui, okay? Oui, clairement. Parce que on ne sait jamais quel bad trip qui peut arriver avec ton enfant, avec ton kids. Ben, d'avoir de la liquidité bien gérée par contre. Parce que j'aime beaucoup ce que tu dis. Par contre, je veux vraiment qu'on fasse une mise en garde. C'est ça. Parce que c'est des grosses dettes, là. Non, c'est des gros montants, clairement. C'est pas des petits montants, là, qu'on parle. C'est pour ça que... Shit. Nous, quand on va voir des personnes, des fois, on va même pas les accompagner parce qu'on voit juste... C'est parce que moi, je pose des questions claires. Pourquoi tu veux faire de l'argent? Enfin, pourquoi tu veux investir en immobilier? Parce que je veux faire de l'argent. Pourquoi tu veux faire de l'argent? Tu sais, je creuse. Tu sais, des fois... La personne va dire non, j'ai juste besoin d'argent parce que j'ai besoin de combler d'autres dettes, parce que j'ai mon auto qui a fait ceci, cela. Ah non, c'est pas bon. C'est off. Pourquoi tu veux investir en immobilier? Ok, c'est parce que ma mère est malade et il faut que je paye ces trucs. Ok, là, ça va être une bonne raison assez puissante qui va te permettre de passer à l'action et d'avoir le retour sur investissement du montant que tu as payé. Tu vois? Donc, c'est pas juste, pour revenir un peu aux formations, c'est pas juste le fait de charger un certain montant. C'est parce que nous, ça nous aide également. Je te le dis littéralement, j'ai eu des personnes... Tu vois, l'un de nos plus gros programmes, c'est celui de 35 000 sur un an, mais où on va faire au moins 2 à 3 acquisitions, dont une à l'étranger. Wow. On met en place ta compagnie. Tu as plus ou moins 250 000 de liquidité. Et tu as déjà une assurance à au moins 1,5 million de capital d'essai, si ce n'est plus pour tes enfants en cas de pépin. Wow. Tu vois. Donc c'est ça, mais derrière la personne, on s'assure que elle soit capable d'exploiter les fonds. Parce qu'il y a des cas où des personnes, elles ont les fonds, elles font n'importe quoi. N'importe quoi, c'est ça. Parce que c'est pas un jeu, là. Exactement. Non plus, là, exactement. Surtout au Québec, je sais pas pour les pays étrangers, mais au Québec, ça frappe fort, là. Tu comprends ce que je veux dire? La seule chose entre toi puis moi, on va se dire les vraies affaires, c'est que au Québec, t'as tellement la facilité de t'incorporer, mais tu as la facilité de la faire fermer rapidement aussi. C'est sûr que
tout dépendant à qui tu dois de l'argent, on s'entend-tu que même quand tu l'as fait fermer, ton obligation reste la même, mais ça reste qu'au Québec, c'est facile de s'incorporer, puis c'est facile de la faire fermer pareil, puis de disparaître. Exact. C'est peut-être ça qui sauve beaucoup de gens aussi. Mais dis-moi, côté investissement à l'étranger, parce que de plus en plus, c'est un sujet qui m'intéresse, qui m'interpelle. Toi, tu disais comme quoi que tu investis au Canada, en Europe, en Afrique, Mexique, et Indonésie. Et Indonésie. Ouais. OK. Puis, est-ce que tu peux nous parler rapidement de c'est quoi les avantages que tu as à investir dans tout à fait, ouais. Alors, moi, la manière dont je suis structuré, c'est que je fais beaucoup de diversification géographique et même en termes de devises. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, ça peut être que, voilà, ça peut mal se passer au Canada, ça peut mal se passer en Afrique, etc. Donc, moi, la manière dont j'investis toujours dans des pays en me disant que je peux potentiellement bouger là-bas à tout moment. OK. Tu vois. Donc, j'essaie aussi d'allier, tu sais, par exemple, c'est des zones comme Tulum, Bali, tu vois, c'est des zones quand même assez touristiques. Et en fait, moi, de ce que j'ai vu, c'est que, moi, voilà comment je vois les choses. Hein. Pour moi, l'Europe, c'est beaucoup patrimonial. Donc, c'est pas, si je cherche pas à faire c'est solide, tu vois. Par exemple, tu investis à Paris, c'est solide, tu vois. Tu peux faire, bon, moi, je fais quand même du bon rendement parce que j'investis tôt, mais aujourd'hui, tu vas peut-être avoir du rendement de 3-4%. Tu vois, ça bouge pas trop. Wow. C'est solide. Voilà, là, c'est pour les, j'oublie même, je les compte même plus. Le Québec, pour moi, c'est le tremplin. OK. C'est un tremplin parce que tu vas pas nécessairement faire beaucoup de cash flow à proprement dit, même si aujourd'hui, pour moi, le cash flow, ça veut rien dire parce qu'il y a des moyens d'aller récupérer le capital que tu es censé rembourser. Tu as l'équité, etc. Donc, en fait, la manière dont je fais, c'est que je vais lever tout en achetant des propriétés, je vais lever des fonds de par mes marges perso, surtout mes marges d'entreprise, et de par aussi l'équité que je vais récupérer sur les propriétés. Wow. Advenons par exemple que je sorte, là dernièrement on a refinancé 1 192 000 sur un immeuble de 11 logements à Sherbrooke. Wow. Comment est-ce que j'ai fait? C'est que je vais prendre le tiers de ce montant. Donc finalement c'est du crédit, c'est de la dette, tu vois. Je vais prendre le tiers que je vais investir à Bali. L'autre tiers, je vais aller sur du partenariat. Par exemple, sur des projets de développement de terrain, etc. Et le dernier tiers, je veux continuer à exploiter à titre personnel. Par exemple, je vais continuer à acheter peut-être des petits immeubles, etc. Tu vois. Comme ça, en fait, je fais travailler ce million-là 3 fois en même temps. Ouais. Et ça me permet, avec seulement le 300 000 que j'ai, ou peut-être l'autre 300 000 que j'ai dans d'autres projets, je peux encore, peut-être d'ici 2 ans, aller chercher peut-être un autre demi-million en termes de refinancement ou autre. Bien sûr. Pour dispatcher comme ça. Et en fait, le rendement, par exemple, de Bali, par exemple, j'ai investi, j'ai construit une visa, je convertis en US, en dollars, mais en canadien, pardon. Oui. 500 000 dollars canadiens. Par mois, il rapporte 12 000 dollars de revenus. Oh! Entre 10 et 12 000 dollars de revenus. C'est énorme. Par mois. Ouais. Et aujourd'hui, la villa, tu vois, 800 000 à la revente. Aujourd'hui, c'est 850 000 facilement à la revente. Wow. Tu vois, donc ça fait que je peux utiliser le rendement de Bali pour rembourser. Pour rembourser le refinancement que tu as fait au Québec. Les intérêts, tout ça. Par exemple, au Mexique, c'est risqué, hein, le Mexique. Hein. Franchement, je sors, comme j'ai dit avant, je sors de 3 ans. On a acheté un terrain, écoute, on a acheté le terrain avant le Covid. 5000 mètres carrés. OK. 70 dollars US le mètre carré. OK. Donc, plus ou moins 350 000 dollars US. OK. Quand on a acheté le terrain, il y a le Covid. Les prix ont explosé à Toulouse. Donc les vendeurs se sont dit, bon, on a acheté avec mon partenaire, ces deux-ci, on va essayer un peu de les crosser de manière à ce qu'ils ne prennent plus tard. Ils ont commencé à nous sortir des justifications comme quoi, oui, d'où vient l'argent et tout et tout. Tout ça, c'était pour nous dissuader d'acheter le terrain. Parce qu'ils ont vu que le prix au mètre carré du terrain, au moment où je te parle, il est à 500 dollars. Oh, wow. 500 dollars le mètre carré. Donc on a dû prendre des avocats, embargo sur 30 hectares, parce qu'on avait 5000 mètres carrés. On a fait embargo sur 30 hectares complets. Ils n'arrivaient plus à bouger, plus de ventes, plus de transactions. Là, ils nous ont écoutés. On a dit, soit on vous emmène à la cour, soit on vous emmène en justice. On va gagner. On va demander au moins 1 million de dédommagements plus le terrain. Soit vous nous donnez le terrain. On s'est arrangé. On a eu à payer des avocats, tout ça. Ce qui nous a ramené à un prix d'acquisition de 100 dollars le mètre carré. Mais aujourd'hui,
Vous êtes Ça quand vaut même plus $500 avantageux. US le mètre carré. C'est ça, c'est ça. Donc, on a multiplié par... Ah là là c'est là là incroyable, tu vois. là Donc, ça là fait que là. tu vas aller chercher des rendements quand même assez consistants. Est-ce que, tu vois, donc ça fait que c'est quand même une combinaison de plusieurs stratégies d'investissement. sûr. Mais le leverage, c'est vraiment le Québec, quoi. Le Canada. Puis toi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça quand que je les pose ces questions-là, cette question-là. Là. Mais toi, tu dirais ta valeur nette à peu près à ce jour. Est-ce que tu le connais? C'est quoi? Ma valeur nette, c'est à peu près... ça dépend ce qui est au Québec ou tout. Tout au complet. On s'en fout. En plus, en plus, j'ai calculé hier. J'étais en train de me Ah dire, on va ouais? faire le point. Net, c'est 7,6 millions. Shit. 7,6 millions de valeur nette. Ouais. OK, OK. Mais tu vois, c'est pour ça que je dis c'est une chance qu'on le fasse l'interview maintenant parce que c'est après la signature du terrain qu'on a signé terrain. avant-hier. OK. Là, je me suis dit quand même, je vais recalculer le tout. OK. Mais c'est beaucoup, beaucoup de terrain et ça a doublé en l'espace de 2 ans grâce au terrain notamment. Puis t'as quel âge aujourd'hui? 32. Je vais sur mes 33. Là. 32. OK, OK. OK, OK. Puis c'est quoi ton objectif pour les prochaines années, que ce soit en termes de valeur nette, en termes d'objectifs, même personnels, je sais pas si tu as des enfants ou whatever, Ouais. mais comment que tu vois les choses? Pour Bah ta moi, business? en termes d'objectifs, ce qui est sûr, hein, là je le sais déjà, là, les 100 millions, je vais les dépasser. Ça, c'est. Enfin, valeur nette, hein, je parle pas de patrimoine, je Ben, parle de quand valeur. ça, dans combien de temps? Là, avant mes 50 ans. Avant tes 50 ans, Avant, OK. mais ça, c'est sûr et certain. En fait, ça, c'est. Parce qu'à côté, je travaille sur d'autres projets. D'autres projets. Mais c'est que ça va beaucoup être l'immobilier et beaucoup être la tech aussi. OK. La tech, parce que bon, là, je fais du online et tout, mais je commence à penser à développer des softwares. Nice. Et derrière, le multiplicateur, il est à fois. Donc, je Oh, compte beaucoup shit. sur l'immobilier et le software et de faire le point entre les deux. Et surtout, d'utiliser ces deux leviers pour éduquer le maximum de monde. Personne. Parce qu'il y a beaucoup d'immigrants qui s'en viennent. Et je vais les outiller aussi. Parce que, en l'occurrence, tout ce qui est tech, l'application que je vais faire, ça va être à destination. C'est pour tout le monde, mais ça va surtout être utile pour les personnes qui s'en viennent au Québec. Je comprends. Tu vois, de les aider en fait. Ça va être un peu comme un jeu. Un jeu qui. Je suis pas en train de dire que j'ai un parcours exceptionnel ou quoi que ce soit, mais je sais que mon parcours, du peu que j'ai fait à date, peut aider pas mal de personnes, ou moins ne pas faire les mêmes erreurs que peut-être Bien toi ou sûr. moi et on fait de par le crédit, etc. Ça peut Mais sauver tu peux énormément quand de même, tu te débrouilles Tu pas vois- mal là. Tu vois, Oh, donc, tu vois, ça serait vraiment de créer une plateforme où il y aurait plusieurs niveaux. Par exemple, 7 niveaux, un peu comme le chiffre 7 en marketing, là, mais par exemple, niveau 0, tu es en train d'arriver au Québec, au Canada. Niveau 1, OK. tu ouvres ton compte bancaire, tu vas trouver ton emploi. Niveau 2, tu te préqualifies. Niveau 3, niveau 2, tu te préqualifies, tu commences à étudier le crédit, voilà tel contact. Niveau 3, tu achètes ta première propriété. Niveau suivant, tu passes à ta deuxième. Niveau suivant, peut-être tu crées ton entreprise. Niveau suivant, peut-être le dernier niveau, c'est peut-être Legacy. Ou peut-être tu as atteint, je sais pas, une valeur nette de 2 Bien millions. sûr. Tu sais que tes enfants ne manquent de rien. Tu vois, donc ça, c'est un projet sur lequel je veux travailler. Et c'est pour ça que j'ai quand même, sur ces dernières années, j'ai été pas mal présent en ligne. Oui, pour me faire connaître à travers les formations. C'est une activité qui marche très bien, ça c'est sûr. Mais je vais aller plus loin en fait, parce que avec le business en ligne, enfin, on va pas se mentir, tu plafonnes. Ben, Enfin, tu vas être plafonné. À un moment donné, tu vas être plafonné parce que c'est un business qui est fortement dépendant du personal branding. bien Mais sûr. tu vois, j'ai commencé à racheter pas mal de sites en termes d'immobilier. Là, le site avec lequel je tourne, c'est beaucoup Immobilier Québec, mais j'ai racheté, non, j'ai tout pris là. J'ai tout Oh, pris. wow. Donc j'ai tous les sites du Canada, du Québec, c'est même plus à peine, j'ai tout pris. Oh, wow. Et progressivement, en fait, je vais les déployer pour chaque ville du Canada, chaque ville du Québec, Shit. et pour être la plus grosse plateforme en ligne, sans nécessairement être le meilleur. C'est ça que je veux dire aux personnes. Ouais. Et c'est aussi beaucoup un problème que j'ai eu au début, c'est du fait que je sois immigrant, avec un accent, jeune. Peut-être qu'il y a le moins de portes, parce qu'il y a d'autres coachs qui ont, tu sais, 60, je t'ai dit combien, 40 portes, c'est pas énorme comparé à d'autres qui ont des 1000 et tout. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire, tu vois. Et de ce qui s'est passé, en fait, c'est, t'as pas besoin d'être le meilleur. Tant que tu communiques mieux Ouais. et que tu penses que tu es le meilleur par rapport à toi-même, il n'y a rien qui peut t'arrêter, en fait. Puis aussi selon moi, que tu le fasses avec tout ton cœur. Tu comprends? Dans le sens que, tu sais, la formation, je pense, tu veux vraiment aider les gens. Là, Tu comprends ce que je veux dire? Parce que tu l'as dit, tu sais, moi, toutes les formations sur investissement immobilier, je les connais toutes. Puis c'est pour ça que je te disais que ce qui te distingue, c'est que
t'es la minorité visible, t'es jeune, oui, c'est vrai, t'as un accent, mais les gens ont, OK, il y a quelqu'un qui me ressemble. C'est ça. Je suis capable d'immédiatement. Et moi, je te dis une chose que lorsque je suis allé aux États-Unis, parce que j'ai commencé à vendre des formations même aux États-Unis. Ah ouais? Mon accent anglais, il est vraiment. Je parle anglais, mais mon accent, il est vraiment tombé au sol. Et c'est j'étais en mode là. Parce que je suis dans un mastermind aux États-Unis depuis 2 ans pour tout ce qui est public speaking et tout. Nice. J'ai dit 35 000, c'est beaucoup, ça me coûte 55 000 l'année. 55 000 US l'année, donc. Et c'est le meilleur investissement que j'ai fait en termes de public speaking et tout. Et j'ai discuté en fait avec des Américains et ils me disaient, et je leur disais, ouais, mais moi j'ai un accent. À chaque fois que je prenais la parole, parce que je suis le seul francophone, je disais, oui, désolé pour mon accent, mais ils me disent, mais non, c'est très bien ton accent parce que ça montre que déjà tu es plus ouvert que nous. Nous on parle qu'anglais, toi tu parles anglais et français. Je me suis dit, ok. Et après, quand j'ai fait mon événement, je te jure, hein, mon événement, il y avait 12 personnes. Mon premier événement en ligne, en anglais, j'ai fait plus de 100 000 $ de revenus. En une jour, en 2 heures. Tu vois. Et parce qu'après, ceux qui ont payé mon programme, ils m'ont dit non, mais écoute, aux États-Unis, là, on a même plus confiance en la personne qui a l'accent que la personne qui n'a pas d'accent. Oh, c'est-à-dire, on préfère plus faire affaire avec l'étranger que le local. Et quand j'y pense par rapport, par exemple, à l'Afrique, bah, quand tu regardais quand tu vas, par exemple, au Cameroun, Côte d'Ivoire, tout ça, à l'époque, quand j'étais plus petit, bah, il y avait beaucoup d'expatriés qui venaient des compagnies françaises et tout. Et bizarrement, on avait plus confiance en eux que confiance en notre frère à côté, tu vois. Mais pourquoi? Donc, pourquoi c'est comme ça? Je sais pas. Moi, je pense que c'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est peut-être le manque de confiance en soi, le manque de, tu vois, c'est de se dire qu'on n'est pas capable, en fait, de faire ça. Tu vois. Et c'est ça que je veux montrer, en fait. Moi, je dis à tous mes clients, je dis tous que j'accompagne, mon but, c'est pas que tu me ramènes ton ami pour qu'il vienne payer ma formation, c'est que toi, tu ailles apprendre ce que je t'ai appris. C'est tout. Moi, c'est vraiment ça. Et je le dis même lors de mes lives, parce qu'il y a des personnes qui voient mes lives, ils se disent, oui, ils vendent des formations chères, etc. Je dis, non. J'ai pas besoin que les personnes achètent ma formation. Même ceux qui achètent, je ne leur dirai, j'ai pas de programme d'affiliation. Beaucoup de personnes me demandent, oui, il faut entendre des programmes d'affiliation. J'ai pas de programme d'affiliation. Je préfère que tu ailles, à la limite, partager les accès de ma formation que tu as payé à 1000, 2000, 3000, 5000 $ ou 35 000 et plus à ton ami ou à ta conjointe parce que je sais que ça va lui servir. Autant qu'à moi, j'ai déjà eu à faire ce que j'ai à faire, donc c'est pas un problème. Ouais. Puis, depuis tantôt, je te pose des questions indiscrètes. Ta formation de coaching, combien que ça te rapporte par année, ça? Parce que c'est une business que tu as. Formation, après on est plusieurs. Parce que je travaille en binôme, mais en pas coach. En canadien? Canadien, Si je prends, ouais. Dans les 3. Ouais, peut-être un peu moins de 3 millions l'année. Par année? Ouais, un peu moins, ouais, je pense. Parce qu'il y a. Vous avez entendu? Un peu moins de 3 millions. Wow. Ouais. Mais, j'ai payé. Si, mais, tu sais, j'ai appris ça. Si tu pose-moi aussi de savoir combien j'ai payé pour faire 3 millions. T'as payé combien? Ça m'a coûté plus de 400 000 $ de formation. De formation. De mentor, de coach, etc. Parce que ça prend. Mais le retour est quand même très intéressant. Le retour est bon, hein. le retour est bon. Le retour est très bon. Fait que là, tu me dis, OK, 3 millions, OK. Puis, est-ce que tu connais ou tu calibres, mettons, les gens qui prennent ta formation, il y en a combien de ça qui arrivent à réaliser leur projet puis à réussir à investir en immobilier ou tout simplement d'atteindre leur objectif? Ça serait te mentir de dire qu'il y a 100% de réussite. Parce que même à l'école, il n'y a pas 100% de réussite. Je le sais. Tu vois. Honnêtement, on est à plus de 80%. 80%, c'est excellent. Pourquoi? Parce que tu vois, il y a le prix, premièrement. Ouais. Et les personnes, elles sont engagées, là. C'est ça. Il y a des personnes en toute transparence à qui j'ai parlé une fois dans l'année. Il y a une dame là, elle est venue, je lui ai parlé une fois dans l'année. C'est après avoir terminé, parce que j'accompagne en ce moment, par exemple, j'accompagne facilement, on a facilement du 200-300 personnes. Oh shit. Tu vois, donc c'est sûr que je ne vais pas savoir tout sur tout. Bien sûr. Il y a eu des personnes qui, ils ont eu une discussion avec moi et ils sont partis à la retraite. Puis 200-300 personnes, c'est qu'au Québec ou c'est partout confondu? Parfait. Mais majoritairement, ouais, je dirais c'est 50-50 quoi. OK, parfait. 50-50. Parfait. Parce que j'ai un autre partenaire avec qui on travaille. Et parfait. Moi, je fais beaucoup le côté financement, mais tout ce qui est formation à l'étranger, je fais aussi beaucoup en ligne aussi.
Mais ça, cette formation-là, tu n'aurais pas pu la faire en France aussi, étant donné que tu connais très bien le marché français, c'est là que tu habitais avant? En fait, j'ai des formations en ligne pour la France. Ouais. Les accompagnements, j'en fais un peu moins parce que je me suis plus concentré au Québec, mais j'ai des formations en ligne pour En France, OK. pour la France, ouais. OK, Parce nice. que en fait, j'ai même démarré par ça. J'ai démarré d'abord par les formations en ligne en France C'est ça. avant de faire le switch. Parce que oui, c'est vrai, la France, c'est touché, c'est quand même cher. Moi, je me suis même fait dire, le processus du financement, ça prend plus de temps qu'au Québec. Oui, Au oui, Québec, oui. en 2 semaines, Tout est lent. t'as ta Non, tout est lent en réponse. France. Tout Mais est en lent. France, c'est des mois et des mois, là. Ouais, non, tout est lent en France. Tout est lent. Shit. Mais tu vois, ça. Non, c'est un bon. En fait, c'est bien de s'ouvrir à l'investissement à l'étranger. Ouais. C'est bien, tu vois. Donc, c'est vraiment un combo finance. Moi, je vois le Canada finance. Pour moi, Canada, c'est leverage. Europe, c'est patrimonial. Et tout ce qu'il y a à côté, Nice. c'est du rendement. Permettant de payer le leverage qu'on a fait au Canada. On a fait au Canada. Tu vois, et clairement. Et après, il y a toutes ces stratégies de transmission de patrimoine, buy, borrow, die, etc., que je mets en place là pour moi, d'une part, et aussi pour. Nice. Et là, pour te dire, même en termes de chiffres, tu vois, on a accompagné 8000 personnes depuis le début. En tout cas, en ligne, là, que ce soit à travers nos formations payantes gratuites. Là, depuis qu'on a lancé le bootcamp, on a levé quasiment 10 millions de financement créatif au sein de tous nos participants. Wow. Et là, l'objectif, c'est, à voir si on va y arriver. Là, moi, j'aime toujours fixer de gros objectifs, mais mon objectif, c'était de lever 100 millions au travers des participants qu'on va accompagner. À voir si on le fait, mais on aura dépassé les 70 millions. Oh, wow. Avec 70 millions. Tu sais, c'est ça aussi, c'est que ça permet aussi de créer des liens. Parce que moi, je dis à mes participants, c'est pas d'être ami avec tout le monde, mais tu peux rencontrer 1, 2, 3 personnes dans le groupe qui vont être tes futurs partenaires. Bien Moi, sûr. mon partenaire aujourd'hui, tu sais, beaucoup le connaissent parce qu'il est aussi en ligne. Je pense que tu vois de qui je parle. On a le même profil. Bien sûr. C'est, je l'ai aidé en ligne, Ouais. mais lui et moi aussi beaucoup aidé en immobilier, tu vois. Bien sûr. Et c'est cette ouverture d'esprit, le fait que, par exemple, là où je suis en train de peut-être l'aider aux États-Unis, à Bali, etc. Lui m'a beaucoup aidé pour le développement, etc. Tu vois, donc le fait d'être dans une communauté où tu peux toucher à plusieurs personnes qui ont des origines différentes, ça ouvre énormément d'opportunités et on a le même point commun. Comment l'argent fonctionne. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur entrepreneur, d'être le meilleur investisseur. Si tu sais comment l'argent fonctionne, parce que c'est le moteur de tout, tu peux être dans de bons business sans nécessairement être un businessman. Tu peux être dans de bons investissements sans nécessairement être un grand investisseur. Parce que tu contrôles l'argent. Et les meilleurs coups que j'ai faits, c'est pas ceux que j'ai fait, hein. C'est ceux que j'ai fait avec d'autres personnes. Grâce au financement. Donc, imagine, tu as un groupe de personnes où chacun a au bas mot 250 000. Demain, tu as un logement de 20 millions à acheter, tu sais vers qui te tourner. C'est beaucoup, ouais. Et vers des personnes auprès de qui tu t'identifies Exact. en tant qu'immigrant. Ça, c'est rare. Exact. C'est ça l'objectif. Wow. Écoute, merci beaucoup, Florian, d'être venu. J'apprécie. Je sais que tu es un gars hyper débordé. Avec Fait que plaisir. tu as accepté de venir dans mon podcast. J'apprécie. Puis écoute, je vais te suivre. Je vais continuer à te suivre, voir comment que les choses vont se passer. Puis là, maintenant, je vais pouvoir arrêter de critiquer que tes formations sont chères parce que là, je comprends pourquoi. C'est ça. All right. Merci. Avec plaisir.